Salut les égarés! En ces jours de fête de fin d'année, je vous propose ce format où je vais vous lire 3 histoires de découvertes paléontologiques qui se sont déroulées durant des fins d'année. Alors, il ne vous reste plus qu'à vous installer confortablement, à écouter, en buvant un chocolat chaud, en mangeant une part de gâteau, c'est comme vous le souhaitez. Nous allons tout de suite démarrer par une histoire racontée le 23 décembre 2016 par le paléontologue Jean Leleuf sur le site Dinoblog. De l'ambre farci aux dinosaures, c'est Noël. Difficile d'être passé à côté de cette histoire fort médiatisée. La queue ornée de plumes d'un petit dinosaure carnivore a été découverte par des chercheurs chinois dans un morceau d'ambre birman vieux d'une centaine de millions d'années. On connaissait déjà des plumes dans l'ambre, sans pouvoir certifier s'il s'agit de plumes d'oiseaux ou de dinosaures non aviens. On connaît aussi des plumes de dinosaures carnivores fossilisées de manière plus traditionnelle, donc déformées et compressées dans des roches sédimentaires. Mais une queue de dinosaure dans de l'ambre? D'où Jésus? Comment donc un tout petit dinosaure a-t-il pu être assez négligent pour abandonner un tout petit bout de sa queue, 3 cm et 8 vertèbres, dans une goutte de résine, vous êtes-vous demandé? C'est qu'il était mort, le pauvret. Tout ce qu'il y a de plus mort. Et même sans doute un peu desséché et démembré par une colonie de fourmis qui peut-être le transportait pièce par pièce vers son nid. Et au passage, sous une branche de Metasequoia ou d'Araucariacées, enquête en cours, paf! La goutte de résine qui tombe sur les fourmis dinophores et emballe tout ce petit monde pour une quasi-éternité. Invraisemblable scénario qui a pourtant de bonnes chances d'être vrai. Le petit morceau d'ambre de l'état Kachin dans le nord de la Birmanie, d'où provient cette petite merveille, est aussi remplie de fourmis. D'ailleurs, nos amis les entomologistes s'indignent fort que la présence de magnifiques fourmis du genre Gerontoformica soit passée sous silence par les médias et les commentateurs et ronchonnent contre l'importance excessive accordée à ce petit bout de queue de dinosaure alors que les fourmis, tout le monde s'en fout. Eh bien oui les gars, les fourmis, tout le monde s'en fout. Alors l'ambre suscite évidemment tous les fantasmes depuis Jurassic Park. Rappelons que dans ce film, des savants fous ressuscitent des dinosaures en extrayant leur sang conservé dans le corps d'insectes piqueurs mésozoïques préservés dans de l'ambre. De ces gouttes de sang, ils extraient de l'ADN, réalisent un petit bricolage génétique derrière, et hop, voilà un bébé T-Rex. Alors on se dit que si c'est tout un morceau de dinosaure qui est conservé, ici un morceau de queue, le bricolage n'en sera que plus aisé. Que nenni! Car au-delà de nos fantasmes, que trouvons-nous vraiment dans ces jolis petits morceaux d'ambre pleins d'insectes, mais aussi de micro-organismes? De magnifiques empreintes en 3 dimensions certes, mais l'intérieur est en général vide ou rempli de sédiments. Quant à l'ADN, pour citer un expert S petite chose de l'ambre, de nombreux travaux convergent pour dire qu'il ne semble pas possible de préserver de l'ADN plus de quelques centaines de milliers d'années et seulement dans des conditions très particulières, à l'abri de toute source lumineuse et dans des conditions de grand froid comme dans les permafrosts de Sibérie. Et les différents travaux ayant annoncé depuis une vingtaine d'années la découverte d'ADN dans l'ambre seraient tous liés à des contaminations récentes par des bactéries. Sniff, le dinosaure birman n'est pas prêt de se retrouver cloné au zoo de Yangon. Car si sa préservation est magnifique comme il se doit avec une conservation inégalée des détails de la morphologie des plumes, l'intérieur de la queue n'existe plus, dissoute depuis longtemps et remplacée par un sédiment argileux. Même les os ne sont plus que les fantômes extrêmement difficiles à reconnaître. Le CT scan n'est pas parvenu à effectuer une dissection ostéologique virtuelle. Et le dinosaure n'est d'ailleurs que très vaguement identifié. Il s'agirait d'un théropode non avien puisque le seul caractère ostéologique observable, la partie ventrale de 2 vertèbres semble concave, permettrait d'exclure les oiseaux à queue comme la morphologie assez primitive des plumes. Rappelons ici que les oiseaux d'aujourd'hui et la plupart de leurs parents mésozoïques n'ont pas de queue, les malheureux. Leurs quelques vertèbres caudales soudées constituent ce que l'on appelle joliment le pygostyle, ou si vous préférez, l'os du croupion. Oui, à l'extrémité de la volaille de Noël, ne manquez pas la dissection de ce vestige de la queue des dinosaures
dinosaure. Mais chez certains oiseaux anciens très primitifs, il y a encore une queue, du moins chez Geolornis et Archaeopteryx. Je suis allé voir ces queues pour me faire une idée, et il est difficile d'affirmer sur la base de son anatomie que le bout de queue birmane ne pourrait appartenir à un animal comme Geolornis, ce que les auteurs admettent d'ailleurs. Donc oiseau ou dinosaure non avien, la question reste au moins entrouverte. Mais en cette période de fête, il serait inopportun de se lancer dans une longue réponse oiseuse à cette question existentielle: qu'est-ce qu'un oiseau, bordel? Alors c'est très joli et très frustrant, car pour résumer à ma façon la réaction d'un sympathique paléontologue américain sur Twitter, quel dommage que ce soit la partie la moins bandante d'un dinosaure qui se retrouve ainsi conservé, un pauvre tronçon de queue. Imaginez si ça avait été la tête de la bestiole préservée en 3D, ce n'est pas impossible. Certains morceaux d'ambre fossiles font plusieurs dizaines de centimètres de diamètre, et de toute façon la tête de ce minuscule dinosaure ne devait mesurer que quelques centimètres de long. C'est d'autant moins impossible que fut d'ailleurs aussi décrit cette année en provenance du même ambre birman tout un assortiment de lézards extraordinairement conservés. L'article est consultable sur le site. Mais ça avait évidemment fait moins de bruit que la queue de dinosaure. Rassurons les myrmécologues, les lézards aussi, tout le monde s'en fout. Le cachin sera-t-il le nouveau Liaoning avec un cortège de découvertes plus incroyables les unes que les autres? Affaire à suivre. Dirigeons-nous maintenant sur le blog du Muséum canadien de la nature et téléportons-nous le 12 décembre 2018 et suivons Ellen McDonald dans son récit. Waouh! Un crâne de Triceratops sous le sapin de Noël? Extraire un os de dinosaure de la roche est un peu comme déballer un cadeau de Noël. On ne sait jamais quelle surprise nous attend. Parfois, la chance nous sourit et la découverte nous fait reculer d'un pas et nous arrache un waouh d'admiration. C'est exactement ce qu'il m'est arrivé il y a quelques semaines en travaillant sur un crâne de Triceratops bien particulier, qui semble contenir le premier reste fossile de peau de collerette au monde pour cette espèce. La dernière fois que j'ai écrit sur le crâne partiel d'un gros Triceratops prorsus de notre collection, je commençais à peine le travail de préparation du spécimen. Les notes de terrain rédigées en 1929 par Charles M. Sternberg étaient déjà prometteuses. La collerette complète et la racine des deux cornes qu'il avait collectées et conservées dans 2 coques de plâtre pourraient appartenir au plus gros Triceratops connu du monde. Aujourd'hui, après 5 mois d'un travail minutieux sur l'envers de la collerette, nous avons fait une découverte qui pourrait modifier l'idée que nous nous faisions de l'aspect des Triceratops. Un des principaux problèmes rencontrés dans la préparation de ce spécimen était que la majeure partie du crâne était fracturée et que les fissures s'étaient remplies de minuscules fragments et de poussière de roche. Avant de pouvoir réparer les fissures, il fallait les vider de cette matière de remplissage. Un après-midi, au début d'octobre, j'étais en train d'enlever les poussières coincées dans les fissures et de les tamiser quand j'ai remarqué un petit fragment de fossile. Ce morceau triangulaire d'os fossilisé s'était un peu décollé de la collerette principale, mais demeurait à peu près en place. Alors que je nettoyais les fragments de roche et soulevais ce petit morceau d'os fossile, ce qui m'apparut en dessous m'incita à déposer ma brosse. À ma grande surprise, je distinguais une petite section qui ressemblait fort à de la peau de dinosaure magnifiquement préservée. Si cela s'avère, ce sera le premier reste de peau provenant de la tête de cette espèce de dinosaure à cornes. Depuis sa découverte en 1887, aucun matériel fossile ne nous a donné une idée précise de ce qui couvrait la collerette emblématique. Une simple peau, des écailles ou encore un étui corné. Ainsi, pendant plus d'1 siècle, la communauté des paléontologues a débattu sur le sujet. Après examen de la section portant les empreintes avec Jordan Mellon, PhD, le spécialiste des dinosaures au Musée canadien de la nature, nous avons décidé de revoir notre mode de préparation sur le côté opposé de la collerette. Cela afin de préserver toute éventuelle trace délicate de peau fossilisée et d'empêcher, si possible, qu'elle ne se sépare de l'os. Avec ceci à l'esprit, je travaille encore plus minutieusement et plus lentement que jamais à la préparation fine et à la stabilisation de la face exposée de la collerette. Dans les prochaines semaines, nous
Nous installerons une nouvelle coque de plâtre pour soutenir le spécimen et nous le retournerons. Voyons quelle surprise nous réserve l'autre côté du fossile. Pour l'heure, je savoure ce cadeau de Noël venu avant l'heure, une probable peau fossilisée de Triceratops. À présent, et pour finir, regardons cet article du Smithsonian Magazine écrit par Riley Blake et paru le 3 décembre 2020. Et oui, cette année. Comment les dinosaures ont prospéré dans la neige? Les découvertes faites au cours des dernières décennies aident à montrer combien d'espèces ont fait face aux températures froides près des deux pôles. Imaginez un tyrannosaure marchant dans la neige, laissant des empreintes de pas à 3 doigts dans la poudreuse alors que des averses de neige tombent sur le duvet le long du dos du dinosaure. La vision peut sembler adaptée à la fantaisie, très différente des décors torrides et étouffés par les plantes que nous imaginons généralement quant à l'habitat des dinosaures. Pourtant, de telles scènes se sont vraiment déroulées il y a des millions d'années, avec toute une ménagerie épineuse, plumeuse et à bec de dinosaures prospérant dans des habitats polaires marqués par de plus grandes fluctuations entre les saisons et une obscurité hivernale prolongée. Les découvertes arrivent vite et furieuses. Une minuscule mâchoire trouvée dans les anciennes roches de l'Alaska et décrite en juillet indique que les dinosaures nichaient dans ces endroits et y restaient toute l'année. En 2018, des paléontologues ont publié une étude décrivant comment les détails microscopiques des os de dinosaures polaires montrent que certains dinosaures ont ralenti leur croissance pendant les saisons difficiles afin de survivre à moins d'abondance. L'identification en cours de nouvelles espèces introuvables ailleurs a mis en évidence la façon dont certains dinosaures se sont adaptés au froid. Chaque fil se réunit pour souligner à quel point les espèces de dinosaures étaient merveilleusement flexibles, s'adaptant à certains des habitats les plus difficiles de leur époque. Comprendre quand et où erraient les dinosaures polaires demande un peu d'imagination géologique. Les continents de la Terre sont en constante évolution, de sorte que les climats où se trouvent les fossiles étaient autrefois différents. Les environnements enregistrés dans les strates du sud de l'Australie par exemple étaient plus au sud et à l'intérieur du cercle antarctique lorsque les dinosaures y prospéraient au Crétacé. Mais en reconstruisant le puzzle tectonique et en suivant les endroits où des fossiles ont été découverts, les paléontologues ont trouvé des dinosaures qui vivaient à des moments différents près des pôles nord et sud. Certains des dinosaures polaires les plus anciens se trouvent parmi les roches du bien nommé Dinosaur Cove dans le sud de l'Australie il y a plus de 110 millions d'années, selon la paléontologue de l'université Monash, Patricia Rich. Cette région était une forêt pluviale tempérée tapissée de fougères et de conifères touffus appelés Podocarpes. Et alors que le monde crétacé était un peu plus chaud sans calotte glaciaire polaire, l'hiver pouvait encore être rude. Il y aurait eu de la glace et de la neige pendant les hivers sombres de 3 mois, dit Rich. Pourtant, une variété de dinosaures prospérait ici, y compris de petits prédateurs plumeux, des oviraptors ressemblant à des perroquets et les Aelinazora, un petit herbivore qui marchait sur 2 pattes et avait l'une des queues les plus longues pour sa taille de corps de tous les dinosaures. Certains dinosaures ont peut-être creusé pour survivre aux mois les plus difficiles. Les paléontologues travaillant dans les strates du sud de l'Australie ont découvert des structures semblables à des terriers depuis l'époque de l'Aelinazora, et ailleurs, ces structures contiennent en fait de petits dinosaures herbivores. Il est possible que les dinosaures se soient enfouis pour échapper au froid, explique la paléontologue Adele Pentland du Musée d'histoire naturelle australien. La preuve la plus claire que nous ayons d'adaptation polaire ou non est la composition de la faune, ajoute Steve Poropat, paléontologue à l'université Monash. Quel type de dinosaures se trouve dans des endroits plus froids, par opposition à ceux qui manquent, offre des informations sur les dinosaures qui étaient mieux à même de faire face ou de s'adapter aux longues nuits polaires. Théropodes, ornithopodes, ankylosaures, aucun problème. Vous les trouvez sur des tas de sites à travers Victoria, note Poropat faisant référence à l'état du sud-est de l'Australie. Ces types de dinosaures pourraient résister aux mois froids et sombres.
Mais les dinosaures à long cou et herbivores appelés sauropodes qui vivaient à la même époque sont absents des mêmes sites, ce qui suggère qu'ils n'ont pas pu survivre ou s'adapter aux environnements plus froids. Le cercle antarctique n'était pas le seul endroit à accueillir des dinosaures adaptés au froid. La roche vieille de 70 millions d'années de la formation de Prince Creek en Alaska contient des fossiles de dinosaures à cornes, de tyrannosaures, de dinosaures à bec de canard, de raptors et d'autres qui vivaient dans le cercle polaire arctique. Et lorsque ces dinosaures ont commencé à attirer l'attention des chercheurs dans les années 1980, ils ont posé des défis à ce que les paléontologues pensaient de la vie des dinosaures. Lorsque les dinosaures ont été découverts pour la première fois dans l'Arctique, ils ont posé de sérieux problèmes à notre compréhension de la physiologie des dinosaures, explique Tony Fiorillo, paléontologue du Musée de la Nature et des Sciences Perrott. Même si les paléontologues considéraient que les dinosaures pouvaient maintenir des températures corporelles plus chaudes, la dureté du froid arctique était considérée comme trop élevée. Certains experts ont proposé que les dinosaures auraient pu migrer, faisant une analogie avec les caribous modernes, qui ne migrent pas sur de longues distances au nord et au sud, dit Fiorillo. Divers éléments de preuve indiquent que les dinosaures sont restés dans leur habitat d'origine pendant l'hiver. L'année dernière, Fiorillo et ses collègues ont été ceux qui ont publié sur une mâchoire d'un très jeune raptor, preuve que les dinosaures nidifiaient dans la région et n'étaient pas seulement de passage. Le paysage aurait semblé un peu familier. Au moment de la pose de la formation Prince Creek, dit Fiorillo, la zone ressemblait à ce qu'elle est aujourd'hui, une plaine côtière dominée par des peuplements de conifères et de plantes à fleurs au ras du sol. Et bien que globalement plus chaud qu'au même endroit aujourd'hui, il faisait encore assez froid pour neiger pendant les hivers. Les dinosaures de l'Alaska ont dû faire face à certains des mêmes stress que leurs homologues du sud, tels que des changements plus durs dans les saisons et des mois d'obscurité. Mais les preuves de leurs os indiquent que ces dinosaures sont restés toute l'année, tout comme leurs parents d'ailleurs. Les dinosaures polaires ont grandi rapidement lorsqu'ils étaient jeunes, mais sont passés à un modèle de croissance plus progressif à mesure qu'ils vieillissaient. Cela signifie que les dinosaures polaires étaient déjà biologiquement prédisposés à survivre avec moins pendant les mois froids, les dinosaures grandissant à nouveau plus vite pendant les étés luxuriants. Bien qu'il soit certainement froid pendant l'hiver, le sol n'a pas gelé à ces endroits, fournissant suffisamment de végétation pour soutenir un écosystème de dinosaures résidents. Il n'y avait peut-être pas une seule façon pour les dinosaures de s'adapter à la dureté relative de la vie près du pôle. Le tyrannosaure local de la formation Prince Creek n'était pas une espèce familière vue ailleurs, mais un prédateur unique et plus petit, à peu près de la taille d'un ours polaire, que Fiorillo et ses collègues ont surnommé Nanoxaurus. La taille relativement petite de ce dinosaure, ainsi que les espèces de dinosaures à cornes de taille réduite appelées Pachyrhinosaurus dans la région, suggèrent que des types de dinosaures qui ont grandi ailleurs se sont adaptés pour devenir plus petits et ainsi se débrouiller avec moins de nourriture dans la fraîcheur de l'ancienne Alaska. Mais certains dinosaures polaires ont vraiment prospéré. Le troodon, un parent des raptors, était un dinosaure plumeux de 8 pieds de long avec de grands yeux. Bien que rare ailleurs, dit Fiorillo, c'est le dinosaure théropode extrêmement abondant. Les grands yeux du petit carnivore lui ont peut-être donné un avantage, surtout pendant les mois sombres. Nos visions des dinosaures polaires sont encore relativement nouvelles. Déterminer quelles espèces vivaient dans les zones plus froides fait partie de cette tâche. Certains, comme Nanoxaurus, qui a été nommé en 2014, sont nouveaux. D'autres se révèlent familiers. Un dinosaure à bec de canard que l'on pensait auparavant être une nouvelle espèce s'était avéré être Edmontosaurus, un hadrosaure de grande envergure trouvé ailleurs. Pour moi, dit Fiorillo, l'histoire est encore plus fascinante sachant que certains dinosaures de l'Arctique sont devenus des spécialistes dans le Nord antique tandis que d'autres étaient des généralistes capables de survivre à un large éventail de conditions environnementales. De nombreuses découvertes restent à faire non seulement parmi les dinosaures mais aussi sur la vue d'ensemble des habitats où ils vivaient. Les découvertes sont faites tous les jours, dit Rich, notant que le travail de terrain cette année à l'époque de l'Ealinezora a découvert des traces de dinosaures, des carapaces de tortues, des troncs d'arbres endommagés par les termites et plus encore, toutes des parties d'un monde polaire disparu. Des découvertes comme celle-ci continueront de mettre en évidence à quel point les dinosaures ont connu le succès, un témoignage de leur polyvalence préhistorique. Dans pratiquement tous les paysages anciens, les dinosaures ont trouvé leur chemin.
Et voilà les égarés, cette vidéo est à présent terminée. Je tiens à remercier le site d'Inoblog, le Muséum canadien de la nature et le Smithsonian Magazine de m'avoir permis de reprendre ces articles afin de pouvoir vous les proposer. Allez voir ce qu'ils font, c'est important. Les liens sont dans la description et dès que ce sera à nouveau possible, allez visiter le musée des dinosaures d'Esperanza, le Muséum canadien de la nature à Ottawa ou le National Museum of Natural History à Washington. Quant à moi, je vous souhaite de bonnes fêtes, en espérant que vous les passiez avec les gens que vous aimez. Pour ceux qui seraient amenés à les passer seuls, je vous joins mes pensées les plus sincères. Protégez-vous, prenez soin de vous, faites attention aux autres, et nous on se retrouve en 2021 pour toujours plus d'aventures et d'informations. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à laisser un pouce bleu et à vous abonner, c'est bon pour le référencement. A très bientôt, profitez bien!